Le Taurus n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui. 29 mai 2026, nous sommes dans la 5e année, jour 96 depuis le début de l'invasion à grande échelle. Bienvenue, je vous souhaite la bienvenue à ce point de situation. Dans le rapport d'aujourd'hui, nous allons bien sûr examiner pourquoi le Taurus devient si important. Nous allons examiner les déclarations de l'ancien ministre de la Défense du côté russe, à savoir Shoigu, qui nous explique pourquoi cette guerre dure si longtemps et pourquoi la Russie ne fait aucun gain. Nous aborderons aussi les drones explosant en Roumanie et d'autres sujets. Restez avec nous, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et passons au point de situation. De nouvelles images semblent montrer une action punitive au sein des forces armées russes. Un soldat a été enveloppé dans du film plastique, suspendu par les pieds, la tête en bas à un arbre, puis frappé au visage par ses camarades. De telles scènes apparaissent régulièrement du côté russe. Celle-ci est même l'une des actions les plus humaines que nous ayons vues ici. La plupart du temps, il s'agit d'une mesure disciplinaire informelle contre des soldats accusés de désertion, de refus d'obéir, d'infraction disciplinaire ou de tentative d'échapper à une attaque. Il ne s'agit pas ici de la désertion directe, mais plutôt du fait de chercher des excuses pour ne pas forcément participer à la prochaine attaque. Par exemple, des blessures qui, de toute façon, passent inaperçues pour la plupart. Surtout dans les unités avec de lourdes pertes et une mauvaise discipline, les commandants ou les camarades ont souvent recours à de telles méthodes pour instaurer la peur. Ce problème n'est pas nouveau. Depuis le début de la guerre, de nombreux rapports évoquent des cachots disciplinaires désignant de mauvais traitements et des punitions violentes au sein des unités russes. Il est impossible de vérifier à partir de l'enregistrement si le soldat concerné voulait réellement déserter ou ce dont il est précisément accusé. Mais les images montrent, une fois de plus, le ton avec lequel certaines unités russes se traitent désormais entre elles. Au lieu de la motivation ou de la confiance, on y mise sur la peur, l'intimidation et l'humiliation publique. Vous pouvez voir la vidéo complète comme toujours sur ma chaîne Telegram. Je n'ai pas le droit de vous la montrer ici sur YouTube. Sur la chaîne Telegram de Petro Androushchenko, une vidéo a été publiée montrant des soldats russes sur la route entre Mariupol et Berdiansk. Vous connaissez cette route, c'est celle-ci sur la carte de situation, surtout dans ce secteur entre les deux villes importantes. L'équipage d'un camion essaie là-bas de repousser des drones ukrainiens de moyenne portée qui approchent. Le premier drone n'explose pas à l'impact, mais quelques secondes plus tard, le suivant arrive déjà. Et c'est justement ce point qui est intéressant. Lorsque, immédiatement après l'attaque, un autre drone apparaît déjà, cela indique qu'il ne s'agit pas de drones isolés, mais que l'Ukraine surveille désormais l'espace aérien au-dessus de ses itinéraires de manière beaucoup plus dense qu'il y a quelques mois. Pour les conducteurs russes, cela pose un problème. Jusqu'à présent, on pouvait espérer survivre à une attaque isolée et repartir immédiatement. Mais si plusieurs drones apparaissent à la suite, les chances diminuent considérablement. Alors, chaque impact devient une chasse systématique contre le trafic le long des routes d'approvisionnement. La route entre Mariupol et Berdiansk était l'une des principales liaisons du corridor terrestre russe vers la Crimée. C'est pourquoi il sera intéressant d'observer si de telles vidéos apparaîtront plus fréquemment dans les prochaines semaines, ou si nous avons déjà atteint le pic des attaques. En réalité, le deuxième drone est arrivé presque aussitôt, pas plusieurs minutes après. Cela indique donc une densité de drones très élevée, bien plus qu'on ne pouvait en voir il y a quelque temps. Le renseignement militaire ukrainien a diffusé de nouvelles images montrant de multiples attaques sur des véhicules logistiques russes. Cela inclut également la frappe bien connue à Volchanske, dans la région de Zaporijia, où 2 camions-citernes ont été détruits. Les conséquences ont dépassé la simple perte des véhicules. Les camions-citernes en feu ont partiellement bloqué la route dite de Novorossiya, une des principales liaisons du corridor terrestre russe au sud. Les vidéos montrent également très bien comment la stratégie ukrainienne se poursuit. Pour les Russes, cela pose un problème que l'envoi de nouveaux véhicules ne suffit pas à résoudre. Chaque camion-citerne détruit n'est pas qu'une perte matérielle. Il retarde les livraisons, mobilise les forces de sécurité et accentue la pression sur des routes d'approvisionnement déjà saturées dans le sud du pays. Les chaînes russes alertent à nouveau sur la situation du corridor terrestre vers la Crimée. Là-bas, la situation est difficile, car des drones ukrainiens attaquent toujours des véhicules et des cibles logistiques sur la principale route d'approvisionnement. Dans ce contexte, un nouveau camion-citerne brûle près de Simferopol. Où cela se trouve-t-il ? Cela se trouve en Crimée. De telles images deviennent de plus en plus fréquentes. Il y a quelques mois, ce sont surtout les raffineries, les dépôts ou certaines cibles militaires qui étaient au centre de l'attention. Désormais, ce sont de plus en plus souvent les véhicules eux-mêmes qui sont pris pour cible.
Le terme Hornet, le nom du drone, semble désormais provoquer du côté russe le même effet que les drones FPV auparavant sur le front. De plus en plus de conducteurs doivent désormais s'attendre à ce que le danger ne commence pas seulement au front, mais à des centaines de kilomètres derrière les principales lignes de ravitaillement. Les Ukrainiens utilisent les drones non seulement pour attaquer, mais aussi pour miner les routes depuis les airs. Cela implique également des pertes civiles, même si la route est principalement utilisée par l'armée et les véhicules logistiques en raison de son importance et du danger actuel, mais pas exclusivement. Le Taurus est ainsi devenu plus important que jamais. Si l'on pouvait détruire le pont de Kerch avec un missile de croisière, enfin je veux dire avec plusieurs puisqu'il se trouve ici, alors cette liaison serait complètement inutile. Qu'est-ce que cela signifie ? L'ensemble du ravitaillement qui doit arriver ici en Crimée et que les Ukrainiens ont déjà fortement attaqué ces derniers mois. Les systèmes de défense aérienne et navires sont les principales cibles en Crimée, comme je l'ai souvent évoqué. Alors c'est un gros problème pour les Russes, car si on ne peut plus ravitailler ici, les attaques vont continuer à augmenter et le ravitaillement ici va s'arrêter. Car tout ce qui reste doit forcément passer exactement par cette route ici, qui est actuellement fortement bombardée par les Ukrainiens. Ceci précisément par des drones, comme nous l'observons depuis une semaine et demie. Pour pouvoir effectuer une attaque avec le Taurus, il n'y a qu'une seule chose qui compte, et je ne parle pas de la formation des soldats ukrainiens ou quelque chose dans ce genre, la seule chose importante, c'est de savoir s'ils ont un Taurus ou non. Merz aurait déjà dû l'avoir livré, mais depuis le changement de gouvernement, il est impossible de vérifier, car les livraisons allemandes ne sont plus publiées. Cela signifie que si le Taurus avait déjà été livré, oui, et que Merz faisait, disons, semblant de ne pas savoir, ce serait acceptable, car au final, une information importante ne serait pas rendue publique avant qu'il n'y ait la première frappe. Si les Russes savaient déjà que le Taurus avait été livré, ils pourraient alors se préparer à une telle attaque, renforcer continuellement le pont et rendre une telle attaque très difficile, voire impossible. Il est donc important de les maintenir dans l'incertitude et de rester nous-mêmes dans l'ignorance. D'un autre côté, il s'agit ici de notre chancelier fédéral Friedrich Merz et de promesses électorales, comme nous avons pu le constater ces derniers mois, et je ne veux pas m'égarer dans le politique, mais les promesses électorales ont été tenues très très rarement. Il est le politicien le plus impopulaire du pays et je peux très bien imaginer, c'est mon avis personnel, qu'il n'a pas non plus tenu cette promesse électorale, à savoir livrer le Taurus. Votre avis m'intéresse, écrivez-le en commentaire. Comme je l'ai dit, c'est très important maintenant. Si l'on pouvait maintenant détruire le pont de Kerch, par exemple avec le Taurus, alors la partie russe serait obligée d'emprunter une route qui a déjà été attaquée très souvent récemment. Vous vous souvenez sûrement de la citation de Donald Trump disant que les Ukrainiens n'avaient pas les bonnes cartes. C'était à la Maison-Blanche, lors d'une conversation avec Zelensky. Les Ukrainiens ont alors répondu, dans une interview il y a quelques jours, qu'ils avaient dû créer leurs propres cartes et qu'ils les avaient eux-mêmes imprimées. Par là, ils veulent dire qu'ils ont maintenant, plus ou moins, reconstruit eux-mêmes tout ce qu'ils n'ont pas reçu, ou qu'ils développent actuellement des solutions de remplacement dans leur propre pays, qu'ils impriment désormais eux-mêmes leurs cartes. Je veux dire cela uniquement comme une métaphore. Je peux imaginer, puisque une explosion au pont de Kerch a déjà eu lieu, causée par un drone sous-marin ou des plongeurs ayant placé une charge ici, que les Ukrainiens ont sûrement leur propre plan pour ne pas dépendre du Taurus. Tout cela, nous le verrons sans doute bientôt. Ou peut-être pas. Un drone s'est écrasé dans une maison d'habitation à Galați, en Roumanie, blessant plusieurs personnes. Selon la source, les débris retrouvés indiquent qu'il pourrait s'agir d'un drone gérant russe. Si cela se confirme, ce serait un autre incident où des drones russes à longue portée atteignent le territoire de l'OTAN, s'y écrasent et causent des dégâts. De tels incidents se sont déjà produits plusieurs fois en Roumanie, en Pologne et ailleurs. Pour les habitants, cela ne fait finalement que peu de différence. Un drone kamikaze qui frappe une maison d'habitation dans un autre pays, au lieu de sa cible, reste dangereux, peu importe où il s'écrase. Il est particulièrement frappant de voir à quelle fréquence on nous montre désormais de tels incidents. Alors que la Russie lance presque chaque nuit des centaines de drones contre l'Ukraine, le risque d'erreur de navigation, de panne technique ou tout simplement de projectiles égarés qui atterrissent dans des pays voisins augmente inévitablement. Ils ont peut-être aussi pris un autre itinéraire ici à cause de la guerre électronique. Personnellement, je ne le pense pas, car des incidents similaires ont déjà eu lieu dans les pays baltes, sans l'influence de la guerre électronique.
La Roumanie devrait simplement étendre sa défense aérienne sur l'espace ukrainien pour mieux se protéger des drones à l'avance. Ce serait une bonne solution. À Volgograd, la raffinerie locale est en feu après une attaque nocturne. Sur les images, on peut voir plusieurs foyers d'incendie sur le site. Volgograd est l'un des plus grands sites de raffinerie russe et a déjà subi plusieurs attaques ukrainiennes à longue portée. D'autres images révéleront quelles zones de l'installation sont touchées. J'attends, les images satellites prennent environ une semaine. Un impact a aussi de nouveau été signalé à Yaroslavl, où la station de chargement de pétrole Yaroslavl 3 est l'un des points clés du réseau d'exportation russe. Là-bas, les produits de la raffinerie de Yaroslavl sont pris en charge, stockés temporairement, puis transportés vers les ports de la Baltique, Primorsk et Oust-Louga, qui ont également déjà été attaqués. Primorsk et Oust-Louga sont deux des principaux ports d'exportation russes pour le pétrole et le gaz. Frapper ces points de transbordement vise non seulement des réservoirs ou bâtiments, mais potentiellement aussi toute la chaîne d'approvisionnement entre raffineries, oléoducs, chemins de fer et ports d'exportation. L'ancien ministre russe de la Défense, Shoigu, a d'ailleurs trouvé une explication pour laquelle la Russie, après plus de 4 ans de guerre, n'a toujours pas réussi à obtenir de percée décisive. Selon lui, la Russie ne se battrait pas contre l'Ukraine, mais contre 56 États en même temps. Selon l'interprétation, il a raison ou non. La Russie mène-t-elle une guerre hybride contre d'autres pays ? Oui, définitivement. La Russie combat-elle physiquement les Ukrainiens ? Oui, c'est aussi vrai. D'autres armées que celles de l'Ukraine combattent-elles des soldats russes en Ukraine ? Non, justement pas. Il y a certes des étrangers, oui, par exemple des volontaires, j'en connais d'ailleurs certains d'ici, qui se trouvent actuellement au front ou en Ukraine et qui y exercent leur activité. Au passage, salut à eux qui regardent mes vidéos chaque jour. Mais il n'y a aucune armée qui se trouve en Ukraine et qui combat activement qui ne soit pas ukrainienne et qui ait été envoyée là-bas sur ordre de l'État ou par ordre de marche. Donc oui, la Russie mène une guerre hybride contre 56 autres pays, mais au final seulement contre les forces armées ukrainiennes qui reçoivent des technologies d'armement et un soutien de la part des États partenaires. Je trouve que sa déclaration est formulée de façon bien pratique. Si la Russie devait gagner la guerre dans un avenir lointain, selon ses propos, elle aurait aussi vaincu la moitié du monde. Si l'on perd la guerre ou si l'on n'atteint pas les objectifs de guerre, c'est parce qu'on a combattu contre la moitié du monde. Et bien sûr, c'est toujours très difficile pour un seul pays. La Russie utilise des soldats coréens, achète des drones et de la technologie à l'étranger, fait fabriquer en Corée du Nord, reçoit beaucoup de munitions de là-bas et recrute en continu des étrangers ainsi que des mercenaires ou des combattants sous contrat venus de dizaines de pays. Il est plus pertinent de se demander pourquoi de telles déclarations sont nécessaires. On pourrait aussi dire que la Russie ne mène plus une guerre purement russe depuis longtemps. Au début de la guerre, on disait encore que l'Ukraine serait vaincue en quelques jours ou semaines. Il y a quelques mois, on évoquait déjà une guerre prolongée, et maintenant elle en est à sa 5e année. Dans de nombreux endroits, on se bat des mois pour des villages, des arbres ou des champs. Lorsque la réalité ne correspond pas aux promesses initiales, il faut à un moment donné une explication, surtout lorsque le peuple commence à s'agiter. La théorie des 56 États sert donc précisément à cela. Elle ne transforme pas une guerre difficile en échec, mais en un combat héroïque contre une prétendue coalition toute puissante. D'ailleurs, on pourrait même dire prétendu, car il n'y a pas vraiment de combat physique ici. Pour le public russe, c'est nettement plus agréable que de se demander pourquoi la deuxième plus grande armée du monde est bloquée depuis des années dans un pays voisin. Cette vidéo montre cette scène sous un autre angle. Vous vous souvenez peut-être si vous avez vu la vidéo de drone il y a quelques semaines que j'ai montrée dans le rapport de situation. Car il s'agit ici de l'attaque contre la frégate Admiral Essen, que nous connaissons déjà. Des projectiles traçants fusent dans le ciel et la défense antiaérienne tire dans tous les sens, mais le drone continue de voler presque sans être inquiété. On peut littéralement la voir s'approcher lentement de sa cible jusqu'à ce qu'elle frappe ensuite. C'est justement cela qui rend cette séquence si désagréable pour la Russie. Car ici on ne voit pas un coup surprise venu de nulle part, mais une attaque où les défenseurs remarquent le drone, le combattent et pourtant ne parviennent pas à l'arrêter. Pour l'amiral Essen, cela devient très problématique. Le navire a déjà été la cible de plusieurs attaques ukrainiennes. Même si les dégâts ont pu être limités à chaque fois, de tels impacts s'accumulent avec le temps. À un moment donné, la question se pose de savoir dans quelle mesure un navire est encore opérationnel s'il doit être réparé régulièrement et retiré du service à plusieurs reprises.
Merci à tous les abonnés, membres et l'Algen Crew, ainsi qu'à Lieutenant-colonel René Kirsch, Der à Trennecke, Cilia Tritig, Freddy Mayerhofer. Abonnez-vous, likez et commentez. À bientôt pour le prochain point de situation.